Bonjour à tous. On va commencer. Donc, je vais proposer aux intervenants de rallumer leur caméra et leur micro. Merci beaucoup. Et puis, on va commencer. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Marion Isler. Je suis responsable des opérations chez Make.org Foundation et je pilote une grande cause qu'on a lancée l'année dernière sur les territoires. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu organiser aujourd'hui cette table ronde qui est à cheval entre deux de nos grandes causes. Une grande cause qu'on a lancée en 2019 sur l'alimentation, pendant laquelle on a posé une question lors de la consultation, puisque toutes nos grandes causes commencent par une grande consultation citoyenne. Et donc, on a posé comme question comment permettre à chacun de mieux manger. Et on a vu que parmi les propositions qui sont ressorties en premier, la question des circuits courts et de privilégier les circuits courts, une meilleure distribution des produits locaux et soutenir le travail des agriculteurs avait été fortement plébiscitée par tous les participants. Et l'année dernière, on a lancé donc une grande cause sur les conditions de vie dans les territoires, avec une question qui a été posée aux citoyens, qui a été comment peut-on améliorer les conditions de vie dans nos territoires. Et là aussi, ce qui est ressorti en premier, c'est la question des circuits courts, des produits locaux, mais aussi l'envie de faire revenir les commerces dans les villages. Et donc, on voit qu'il y a un lien très fort et que les problématiques de production locale et de distribution sont au cœur des préoccupations des citoyens. Elles sont liées puisque les commerces sont un maillon fondamental des filières de proximité. Ça permet la rencontre entre les producteurs et les habitants. Et aussi, quand ils s'implantent dans des zones rurales qui manquent de commerce, ça peut être un vecteur de lien social très fort. À l'échelle individuelle, pour une personne qui va ouvrir un commerce, c'est aussi une aventure humaine forte, parfois difficile, et qui peut être portée par des personnes engagées. On le verra plus tard. Et donc, dans le cadre de nos deux grandes causes, on a rencontré des acteurs passionnants qui ont mis en place des dispositifs, des initiatives innovantes et efficaces pour créer des commerces responsables dans les territoires. Et le but de cette discussion aujourd'hui, c'est de mettre en avant ces initiatives, que vous puissiez raconter concrètement comment vous mettez en place tous ces différents projets, comment vous créez du lien avec les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs. Donc, on a 5 intervenants avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre participation. Donc, Marie-Lou Poulot, responsable des opérations à Mille Cafés et cofondatrice de Mon Épi. Bonjour. Bonjour. Corentin Emery, responsable du mouvement chez Bouge ton coq. Philippe Crozet, directeur retail à la Ruche qui dit oui. Bonjour. Chez les pros. Maxime Gauthier, directeur des opérations aux élévateurs. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Et Hermine Chambard-Delot, cofondatrice du CNRA, le Conseil national pour la résilience alimentaire. Bonjour. Merci à tous d'être là. On va prendre vos questions tout au long de l'événement. Donc, si vous avez des questions, soit vous les notez sur un papier et vous les poserez à la fin, soit vous les mettez dans le chat et on y répondra à la fin des échanges. Et puis, pour commencer la discussion, je vais laisser la parole à Hermine qui va nous présenter un petit peu les grands enjeux de la résilience alimentaire, de l'alimentation dans les territoires. Et donc, Hermine, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Marion. Merci pour cette invitation et bonjour à tout le monde. Le CNRA, Conseil national pour la résilience alimentaire. Donc, qu'est-ce que c'est d'abord la résilience alimentaire? Je prends 5 minutes, quelques secondes pour expliquer ça. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, Marion. La résilience tout court, c'est la capacité d'un système à conserver ses fonctions malgré les chocs. Donc, quand on parle de résilience alimentaire, ce sera la capacité d'un territoire à nourrir sa population avec une alimentation suffisante, adaptée et accessible à tout le monde, dans un contexte évidemment qu'on vit actuellement de changement climatique, mais aussi face à des crises que l'on sait de plus en plus fréquentes et violentes. On le voit en ce moment, qu'elles soient d'origine météo avec la sécheresse, par exemple, qu'on vit en ce moment,
que ce soit la pandémie de Covid ou la guerre en Ukraine, tout simplement. Donc, un système est résilient. Je voudrais vous donner 6 principes, en fait, que j'ai découverts il n'y a pas très longtemps, comme quoi on en apprend tous les jours, que je trouve vraiment intéressant. Un système est résilient lorsque le local devient primordial. Donc, lorsque l'on va vers une relative autonomie alimentaire. Je parle de relative parce que pour nous, c'est très important d'avoir un lien entre les territoires. Deuxièmement, quand les acteurs et les productions d'un territoire sont diversifiées, parce que l'ultra-spécialisation que l'on vit aujourd'hui entraîne une hyper-vulnérabilité de notre système. Quand un système est décentralisé et modulaire, donc ça veut dire ça que entre deux systèmes proches, il y a une relative étanchéité qui permet que les crises ne soient pas systémiques. Donc, on a besoin, par exemple, surtout, c'est très important en matière alimentaire, de réinventer les stocks. Aujourd'hui, on est dans une logique d'ultra flux tendu et on sait qu'une ville comme Londres ou Paris n'a que 2-3 jours de stock alimentaire. Un système est résilient lorsqu'il est à peu près cyclique. Donc, tout l'enjeu, c'est de faire de nos déchets une ressource et non une pollution. Et il faut également qu'il soit un minimum transparent. Ça permet un peu d'avoir un peu d'auto-organisation. On l'a bien vu, en France, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de solutions qui marchent pendant la première pandémie. Et puis surtout, l'idée forte du CNRA, et c'est aussi ce qui nous rassemble aujourd'hui autour de la table, c'est que c'est un système qui est beaucoup plus coopératif que compétitif, avec le besoin de remettre une vraie dimension humaine au cœur des systèmes. Donc, le CNRA, je vous dis, c'est une association d'intérêt général qui s'est créée depuis 1 an et demi sur ces constats, sur 2 constats principaux. Le premier, c'est le gap qu'il y a entre les attentes des consommateurs et ce qu'ils ont vraiment dans leur caddie, entre guillemets, en termes d'alimentation plus saine, plus durable, plus respectueuse de l'environnement. Et le deuxième constat, c'est que, vous en êtes un bel exemple autour de la table, il y a pourtant plein de solutions qui répondent aux enjeux. Donc, pourquoi est-ce que dans les volumes, ce n'est pas plus percutant? Donc, sur ces constats-là, le CNRA s'est créé avec la volonté affirmée d'accompagner le passage à l'échelle de toutes ces solutions qui répondent aux enjeux pour que dans le panier de la ménagère, ce soit opérationnel. On a posé 2 valeurs fondamentales qui sont d'être dans le « et dans l'action. Donc, dans le « et », ça veut dire par opposition au « ou ». Comment est-ce qu'on va permettre à notre système alimentaire d'être plus résilient? C'est vraiment en travaillant en transversalité avec tous les acteurs, traditionnellement, comme on dit, de la fourche à la fourchette. Donc, les producteurs, transformateurs, distributeurs, logisticiens, places de marché, etc. Mais aussi de façon verticale, avec les collectivités, les élus, avec les think tanks, avec la recherche, avec la formation, les étudiants. Et puis, l'action, c'est-à-dire que le CNRA n'est pas un lobbying, pas un think tank, on ne produit pas de grands rapports. Nous, on a vraiment le désir d'avoir une politique des petits pas, d'accompagner chacune de ces solutions pour que, véritablement, in fine, les systèmes évoluent et changent. Mais de façon vraiment pas à pas, avec la vision un peu le futur n'est pas rupture. Notre enjeu, c'est de capitaliser sur toutes les ressources qui existent en les mettant en lien, en les faisant passer à l'échelle pour que ce soit résilient à terme. Donc voilà pour nos valeurs principales. Donc, une fois qu'on a dit ça, vous vous posez la question, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on fait? Donc, concrètement, on a le désir d'outiller les acteurs de bonne volonté, parce qu'il y en a beaucoup. Pour ma part, j'ai dû m'entretenir avec pas loin de 1000 personnes dans tout cet écosystème-là. Et la bonne nouvelle, c'est que si tout le monde veut effectivement agir, il y en a beaucoup qui disent, mais oui, mais par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ou alors, je fais telle et telle et telle action, mais il n'y a pas forcément de lien, il n'y a pas forcément de fil rouge entre ce que je fais. Et s'il n'y a pas de lien, s'il y a un maillon manquant, fatalement, le système n'est pas résilient. Donc, on a posé... D'abord, on organise une fois par an une journée parlementaire à l'Assemblée nationale avec le focus, avec 3 mots d'ordre, on va dire. Le premier, c'est
la résilience alimentaire, c'est urgent. Et ça, je ne vous refais pas le topo, le rapport du GIEC et tout le monde. Enfin, je veux dire, le consensus scientifique est unanime sur le sujet. La résilience alimentaire, c'est mesurable et on présente à cette occasion un baromètre de la résilience alimentaire qui a vraiment pour ambition de mesurer dans le temps les actions et au travers de différents indicateurs. Et surtout, en faire un outil de pilotage. Et troisièmement, la résilience alimentaire, c'est possible. Et à l'occasion de cette journée parlementaire, on met en avant des solutions qui marchent et qui font leurs preuves. Le deuxième outil que l'on a mis sur pied, c'est donc ce fameux baromètre. L'objectif, c'est d'en faire un véritable outil de pilotage. Il est accessible sur notre site Internet. Dans sa version bêta, il présente 7 indicateurs. Et lors de la prochaine journée parlementaire, donc le 12 octobre, vous pouvez noter ça dans vos calendriers, le 12 octobre, on présentera une autre version avec vraiment pour objectif, pour tous les acteurs des territoires, de partir d'un premier niveau de constat sur leur territoire, un peu dans la logique, pas de progrès sans mesure. Où est-ce que j'en suis et comment est-ce que je peux avancer? Et puis, on a posé là, pour les mois à venir, 2 projets assez emblématiques qui sont d'une part de donner la recette et d'autre part de donner les ingrédients de la résilience alimentaire. Donc, côté recette, on est en train de créer avec AFNOR un référentiel à destination des collectivités territoriales. Donc, c'est en quelque sorte un mode d'emploi, un cadre de bonne pratique. Et puis, côté ingrédients, on crée justement avec Make Work Foundation et d'autres acteurs et partenaires autour de la table, un projet qu'on a intitulé Guild, qui sont un écosystème territorial de vrais gens, et j'insiste là-dessus, qui se réunissent pour faire émerger sur leur territoire des projets en faveur des circuits alimentaires de proximité. Donc voilà un petit peu pour tous les outils. Et puis là, Manon, je veux bien que tu partages la slide que je t'ai donnée, parce que vous allez voir récapituler sur cette slide les enjeux que les acteurs des systèmes alimentaires ont à relever sur leur territoire. Parce que c'est vraiment l'enjeu de notre échange aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut agir sur son territoire. Je vais commencer par le milieu. Par la gauche, en haut à gauche. Ressources et biens communs. On le sait bien, on n'a rien qui pousse si tout simplement on n'a pas un sol vivant, si on n'a pas de l'eau disponible, si on n'a pas de l'énergie accessible pour faire tourner les machines, etc. Donc ça, c'est le premier enjeu des territoires. Après, dans le bloc du milieu, on va se situer au niveau d'une exploitation, d'une ferme. Bien sûr, au milieu, on le sait, on n'a rien qui pousse si on n'a tout simplement pas des fermiers, des agriculteurs, des paysans pour planter. Aujourd'hui, 3 agriculteurs qui partent à la retraite, un seul est remplacé. Toujours sur l'exploitation, on a un enjeu fort de diversification. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse diversifier les productions pour être moins hyper spécialisés et donc moins vulnérables par rapport aux crises qui sont malheureusement à répétition. On a aussi un enjeu à transiter nos modèles vers des modèles plus durables, plus agroécologiques. Après, sur la droite, si je passe à l'échelle d'un bassin de consommation, on peut traiter en même temps à peu près les outils de transformation et de distribution. Aujourd'hui, et je vais bien sûr caricaturer, mais entre les AMAP et la GMS, on n'a pas beaucoup de solutions intermédiaires. Entre la vente directe à la ferme de petits fromages de chèvre et Danone, il n'y a pas beaucoup d'outils de transformation de taille intermédiaire. Ou alors, il y en a quelques-uns, mais ils sont déconnectés de leur territoire. Donc, l'enjeu, c'est vraiment d'accompagner la création d'outils semi-industriels en capacité de nourrir leur bassin de consommation, mais aussi de taille adaptée et de la même façon pour la distribution. Et après, en transversal, par rapport à tous ces éléments,
on a vraiment le désir d'accompagner les territoires et les acteurs à mettre en place des boucles performantes d'économie circulaire. Comment faire de nos déchets une ressource, je le disais tout à l'heure. Et donc, comment accompagner la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et puis, le corollaire qui n'est pas des moindres, au vu des derniers chiffres, notamment pendant le Covid, comment est-ce qu'on peut aider les acteurs de l'aide alimentaire à vraiment pouvoir se structurer dans les territoires. Et puis, vous allez dire tout en bas, il y a 3 outils qui sont très importants aussi pour nous, mais qui sont au service de ces enjeux et non pas comme un but en soi, que sont la formation, la technologie et bien sûr la logistique. Bon, j'ai un tout petit peu débordé, Marion, mais je pense qu'on est dans le timing. Merci beaucoup. C'est très bien, merci beaucoup Hermine. Merci pour le rappel de ces grands enjeux. Et tu le disais au début, hein, il y a beaucoup de solutions qui existent et c'est l'objectif de cet échange aujourd'hui puisque vous avez tous des solutions à votre échelle pour renforcer la résilience alimentaire et l'alimentation dans nos territoires. Et donc, je vais commencer par un premier tour de table avec une question qui va vous toucher tous, je pense. On l'a vu, la distribution, les commerces est donc un maillon des circuits de proximité qui est assez fondamental, assez clé. Ouvrir un commerce, une épicerie, un café qui met en valeur l'agriculture locale aujourd'hui, comment ça s'organise? Comment vous créez ce lien entre les producteurs et la création de vos différents commerces. Et je vais commencer peut-être par toi, Corentin. Et tu peux commencer par nous expliquer peut-être Bouge ton coq, comment vous avez mis ça en place, qu'est-ce que sont les épiceries solidaires que vous déployez et comment ce lien se fait avec les producteurs locaux. Bonjour à toutes et à tous, avec plaisir, bien sûr. Ouais, Bouge ton coq en quelques mots. Nous, notre truc, c'est les villages. Ouais, donc on s'occupe vraiment des zones qu'on dit sous-denses, voilà, donc des communes de moins de 3500 habitants. Notre constat, en fait, c'est qu'il y a une énergie considérable qui existe dans les territoires ruraux, mais que c'est difficile, en fait, de les fédérer d'un côté. Et puis de l'autre, il y a un vrai désir de ruralité. On le sait, hein, 80% des Français qui veulent vivre à la campagne, sauf qu'il y a quasiment la même proportion de gens qui trouvent que c'est difficile de vivre à la campagne. Et des raisons qu'on identifie, voilà, même parfois de manière instinctive. Il manque des services publics, il manque des services privés. Donc, voilà, c'est la vie quotidienne qui parfois est beaucoup plus compliquée qu'en ville. Donc nous, notre défi, c'est de pouvoir en fait mettre à disposition les ressources nécessaires pour que les habitants du monde rural, mais aussi les élus communaux, puissent installer en fait par eux-mêmes, pour eux-mêmes, les services vitaux dans leur commune. Donc là, on commence par le commerce, mais on réfléchit aussi à la santé, à la mobilité, à la culture, de sorte à ce que dans quelques années, voilà, il y ait le premier village Bouge ton coq où tout le monde pourrait faire ses courses, se soigner, s'instruire dans les mêmes conditions partout sur le territoire. Et donc là, on a décidé de commencer par la thématique du commerce de proximité. Donc, notre façon de faire, hein, c'est on identifie une solution qui existe déjà, on ne réinvente pas la roue. Et à partir de là, on l'essaime dans tout le territoire national, dans tous les plus grands nombres de villages possibles. La solution, et je fais un clin d'œil très très appuyé à Marie-Lou, qu'on a identifié, qui est absolument géniale, elle s'appelle Mon Épi. C'est un logiciel en fait, qui permet de gérer toutes les dimensions d'une épicerie participative. Donc, nous, on s'est dit que c'était une solution idéale pour retisser du lien et reprendre la main en fait, sur son alimentation dans les zones rurales, puisque c'est vraiment la notion de participation qui nous tient à cœur. Et donc, premier point. Et le deuxième point, c'est aussi le modèle économique que ça propose, puisque ce sont des commerces qui sont sans charge. Ça repose sur le bénévolat des habitants. Chaque foyer en fait, qui adhère à l'association qui gère l'épicerie donne 2 heures de son temps par mois pour faire tourner la boutique. Et puis, c'est sans marge. C'est-à-dire que ce qui est acheté 1 euro par les habitants est revendu 1 euro dans la boutique. Donc en fait, là où on se dit, mais oh là là, c'est terrible, il n'y a plus de commerce, la première boulangerie est à 8 km, il faut faire 1 heure pour faire ses courses.
En fait, donc, cercle vicieux, d'un coup, le fait de solliciter les habitants, les élus, les producteurs autour de ce projet commun en plus, qui est vraiment un projet de village à échelle humaine, d'un coup remet du vertueux dans ces boucles de production et de consommation dont vous parliez, Hermine, et puisque c'est les habitants eux-mêmes qui deviennent les décideurs déjà de ce qu'ils consomment, et donc quelque part les aménageurs locaux, puisque c'est eux qui choisissent les circuits dans lesquels ils vont s'insérer. C'est du circuit court, parce qu'en moyenne, les producteurs sont à 20 km autour de l'épicerie. Et en fait, ils vont administrer par eux-mêmes, par leur propre choix, quasiment tout le tissu productif agricole local. Donc voilà, en quelques mots, j'espère que j'ai été assez bref, ce qu'on fait sur le commerce. Et du coup, comment vous les accompagnez justement à sourcer, à identifier ces producteurs dans les 20 km? Est-ce que c'est eux qui le font seuls? Est-ce qu'ils sont accompagnés pour ça? Ouais, en fait, il y a les deux. Il y a les deux. Ce qui est aussi très bien dans mon épice, c'est que ça fonctionne comme un réseau. Donc, ça veut dire que dès qu'un producteur est référencé sur la plateforme, il l'est pour l'ensemble des épis. C'est-à-dire quand on ouvre sa boutique, en fait, on a accès à tous les producteurs qu'il y a à côté de chez soi. Donc déjà, il y a cette partie-là. Et la deuxième partie, on travaille aussi à, comment dire, c'est quoi le premier panier idéal quand on passe sa première commande et qu'on vient de créer son épicerie. Donc là, en fait, on indique aux créateurs d'épicerie les producteurs qu'il y a à côté de chez eux. Et pareil, bonne pratique, comment est-ce qu'on fait pour sourcer les producteurs à côté de chez soi. Et on s'aperçoit aussi de ce qui est assez fondamental, c'est que tout le monde connaît les producteurs à côté de chez soi. Sauf que personne ne va directement chez eux. Donc là, c'est l'inverse, en fait. C'est les producteurs qui viennent à la boutique. Donc c'est comme ça qu'on fait. Ok. Et c'est combien d'épiceries ouvertes aujourd'hui? Ouverte, il y a eu dans tout le réseau, il y a eu la 100e qui a été fêtée la semaine dernière, je crois. Donc ça, c'est formidable. Dans les zones rurales, on en a accompagné 60, financé 30 pour le moment. Et là, il y en a 50 qui sont en cours de création. Félicitations. Marie-Lou, vous, donc, tu as l'initiative du projet 1000 cafés, enfin, tu as travaillé pour le projet 1000 cafés, que tu vas pouvoir nous présenter plus en détail et expliquer aussi un peu cette relation avec le territoire et les producteurs locaux quand vous ouvrez un nouveau café 1000 cafés. Oui, bonjour à tous. Donc c'est vrai que du coup, j'ai un peu la double casquette parce que j'ai cofondé mon épi, donc c'est assez intéressant de pouvoir avoir Corentin ainsi qui présente le projet. Et donc, je suis investie chez 1000 cafés. Et donc, en fait, on retrouve vraiment dans cette initiative l'idée de remettre un commerce, un lieu d'échange dans les villages où on peut s'approvisionner localement. Et donc, c'est vraiment il y a différentes approches, c'est-à-dire que tous les territoires, aujourd'hui, on ne peut pas dire j'ai une solution qu'on va plaquer et ça va fonctionner. Donc, on pourra ouvrir des épiceries participatives et ça peut fonctionner parce qu'on a une commune qui est hyper dynamique et hyper investie et il y a ce qu'il faut. Il y a des endroits, en fait, ce n'est pas encore ce qu'on attend. On attend quelque chose de plus traditionnel, en tout cas. On attend une figure pour tenir un établissement. Et donc là, en fait, avec 1000 cafés, on peut apporter aussi cette aide. Et donc, nous, on travaille à recruter des gérants pour des communes. On va les former, les accompagner dans leurs projets et après les accompagner une fois qu'ils sont ouverts pour qu'ils puissent proposer tout un panel de cafés multiservices assez modernes. Donc, le but, c'est vraiment de séparer un peu de la vieille image du café PMU peut-être dans les villages et de proposer quelque chose de plus moderne avec des produits locaux, des produits bio, mais également des services, des animations, de la culture, de la presse et quand même proposer un lieu de vie qui soit complet. Et donc, c'est bien le gérant qui va incarner ça, qui va faire ce travail d'aller sourcer les producteurs aux alentours. Donc, on a une phase d'accompagnement et de formation des gérants qui est assez longue et qui comprend en fait tout ce travail de maillage territorial, de savoir avec qui on va travailler, d'aller dans les marchés aux alentours, comprendre quel sera le producteur qui pourra bien fonctionner pour pouvoir après les proposer dans l'épicerie du café du village et également dans les plats maison qui seront préparés. Et en fait, ce qui est important aussi de comprendre de pourquoi on dit qu'on a perdu tous ces commerces, pourquoi on a perdu les épiceries, pourquoi on a perdu les cafés, c'est parce que c'est très très lourd à porter. En fait, c'est une logistique qui est monumentale. Donc, dans le cas des épiceries participatives, la plateforme, l'engagement citoyen permet de lever ces barrières.
Donc, la logistique, elle est gérée via une plateforme en ligne. On peut trouver ces producteurs en ligne, on les connaît généralement. Et dans le cas d'un café, c'est le gérant qui prend ce travail de logistique. C'est ce gérant qui va aller référencer les produits, qui va aller les récupérer ou se débrouiller pour se faire livrer. Donc, moi, j'ai des cas où c'est génial, le boucher, il passe dans le village, donc il livre la viande tous les 3 jours, donc ça passe bien. Parfois, c'est un peu plus compliqué. Et donc, on a besoin de ces personnes qui s'investissent. Et donc, c'est des freins de logistique, de temps. Il y a aussi des questions on parlait tout à l'heure d'éviter les déchets. Je pense qu'avant de parler de pouvoir les recycler, c'est comment on les évite. Sur une épicerie participative, on précommande les produits frais. C'est là où on gâche le plus. Ça évite qu'on surconsomme, qu'on surachète. Et dans un petit commerce, un café, un gérant, en fait, les produits qui ne vont pas partir, il va pouvoir les réutiliser, les transformer dans un plat du jour. Et donc, pareil, on évite le gâchis, on les vend différemment. On sait les personnes qui auraient besoin peut-être d'un plat, s'il ne part pas le midi, il pourra partir le soir à un tarif aussi un peu réduit. Et donc, on a vraiment des chaînes qui vont plus loin parce que c'est des acteurs qui sont à la bonne maille pour pouvoir justement connaître les habitants, connaître les producteurs et qui font un travail génial au quotidien. Donc, c'est les 2 approches qui se combinent, je pense. Et comment vous trouvez recruter ces gérants aujourd'hui chez MiCafé? C'est un travail très long. On est toute une équipe investie parce qu'en fait, chaque commune a un profil différent, des attentes différentes. On ne peut pas plaquer n'importe qui, n'importe où. Ça ne fonctionnerait pas. C'est avant tout l'âme du gérant, je pense, qui fait 80% du commerce. Donc, c'est un travail de sourcing aux alentours. Donc, on est positionné. On peut candidater n'importe où en France. On cherche aussi à proximité. On travaille avec Le Bon Coin, par exemple. Des petites annonces, on passe d'entretien. On échange avec les mairies. Il faut que ça passe bien avec les élus, les mairies, les habitants. On prend ce temps. Et quand on a trouvé la bonne personne, en fait, on avance avec cette personne pour l'aider à faire améliorer son projet et qu'elle ne soit pas seule au quotidien parce que c'est un travail formidable. D'accord, merci beaucoup. Je vais passer la parole à Philippe. Alors, Philippe, la ruche qui dit oui, j'ai l'impression que tout le monde connaît plus ou moins. La ruche qui dit oui pour les pros, peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a une vocation aussi derrière de créer un réseau de producteurs. Donc, comment ce réseau se met en place et comment vous construisez un peu ces chaînes de circuits courts, comment vous contribuez à ces filières de proximité? Oui, bonjour à toutes et à tous. Je fais un rapide historique de la ruche qui dit oui. Donc, la ruche qui dit oui, c'est une initiative qui a eu 10 ans l'année dernière et qui, donc depuis 2011, cherche à créer un lien entre producteurs et consommateurs. Donc, la première manière avec laquelle ça a été fait, c'était un lien en ligne, en créant une interface, enfin un logiciel en fait, qui pouvait être utilisé par n'importe qui pour créer un point de distribution éphémère avec des précommandes en ligne. Donc, en gros, je peux, dans mon garage, décider de créer ce qu'on appelle une ruche et donc utiliser l'outil pour fédérer un certain nombre de producteurs que j'aurais sélectionnés moi-même autour de chez moi, fédérer une communauté de membres qui peuvent être mes amis, mes voisins, et puis qui peut s'élargir, et organiser avec cet outil des précommandes en ligne de produits locaux et une distribution qui a lieu un jour par semaine pendant 2 heures le jeudi soir, par exemple. Et donc ça, c'est le modèle historique qui s'est développé très, très vite puisqu'on est présent maintenant dans 7 pays européens. On a à peu près un peu plus de 1000 ruches actives. Ça nous a permis de créer un réseau de 10 000 producteurs environ en Europe. Et voilà, donc ça continue à fonctionner avec des pays qui sont plus jeunes et qui ouvrent beaucoup de ruches et des pays un peu plus matures. Depuis 3 ans maintenant, on s'est un peu diversifié sur d'autres modèles, avec toujours l'idée de rendre le circuit court plus accessible et de le démocratiser, en se rendant compte qu'on était positionné en ligne, mais que finalement, les achats de commerce, enfin les achats alimentaires en ligne, ça représente 5 à 10% des achats, et donc on touche finalement peu de monde. Si on veut vraiment démocratiser le circuit court, il faut aller sur d'autres canaux, d'autres modes de distribution. On a commencé par de la livraison à domicile en Île-de-France. Et depuis 1 an et demi maintenant, on a ouvert des commerces, donc des épiceries de quartier, avec une offre assez simple qui travaille toujours avec ce réseau de producteurs de la ruche qui dit oui.
Et donc, voilà. Et aujourd'hui, on a 5 boutiques en région parisienne, plutôt en première et deuxième couronne, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu moins d'offres pour ce type de commerce dans ces coins-là. Et donc, on en ouvre une 6e la semaine prochaine. Et donc, l'idée, c'est de créer un petit peu, de se créer ce savoir-faire d'ouverture, d'implantation et ensuite de gestion d'une boutique, d'une épicerie en circuit court. Et ensuite, notre ambition, c'est de l'essaimer un peu sur le modèle de la ruche, c'est plutôt de le faire nous-mêmes comme on l'a fait à Paris. C'est d'ouvrir le modèle à des entrepreneurs qui connaissent bien leur territoire et de s'appuyer sur ces forces vives sur chaque territoire pour ouvrir des boutiques et, comme vous le disiez, qui s'adaptent à leur territoire, qui ne sont pas forcément exactement calqués sur le modèle qu'on a à Paris, notamment en termes de logistique. On a une logistique très centralisée. Là-bas, vous parliez de la logistique qui se met en place avec les producteurs directement, ce serait le cas aussi. Et donc, l'idée, c'est d'ouvrir le projet en franchise. Et donc là, on est en train de chercher nos premiers pilotes pour ouvrir ces boutiques de manière plus décentralisée sur des territoires. Ok, merci, merci beaucoup. On l'a vu, et je crois que vous l'avez tous un peu dit, la personnalité du gérant, du commerçant, de la personne qui va porter le commerce est assez clé et déterminante pour le succès du commerce, j'imagine, et aussi le respect des engagements. Voilà, j'imagine que ça doit être une personne engagée. C'est un métier qui peut être compliqué, difficile. Maxime, vous, chez les élévateurs, donc votre mission, c'est justement de former des futurs commerçants. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le profil des personnes qui participent aux élévateurs et quelle est la part de quel type de commerce ils souhaitent ouvrir? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Du coup, merci Marion pour la transition. Alors, pour commencer, pour vous parler des élévateurs, les élévateurs, c'est un acteur en France qui est spécialisé dans l'accompagnement à la création et au développement de commerce, avec la particularité d'accompagner des projets qui sont éco- ou socio-responsables. Donc, on est parti d'un constat qui est le suivant. Et qui est qu'il n'existait jusqu'il y a 3 ans aucune formation spécifique à la création d'un commerce. Donc, on retrouvait tout un tas d'incubateurs et de dispositifs qui étaient à destination des startups, à destination d'entreprises du BTP, de cabinets libéraux. Mais finalement, rien n'était spécifiquement dédié à la cible des commerçants, qui est pourtant si vitale à notre économie, et on en discute depuis tout à l'heure. Et donc, on a décidé de développer un programme d'accompagnement de 2 mois qui consiste à accompagner les porteurs de projets de A à Z dans la création de leur commerce. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui se déroule 100% en distanciel et qui va passer via de la formation en ligne, via de la mise en relation avec un mentor pour un suivi individualisé, qui va passer via de la mise en relation également avec des experts qui sont des professionnels tels que des banquiers, experts comptables, avocats, juristes, architectes d'intérieur, consultants en communication, etc. Et puis, qui va également passer via de la mise en relation avec des commerçants installés pour un transfert d'expérience et pour un échange de pair à pair. Et donc, on va accompagner à 60% à peu près des porteurs de projets qui souhaitent ouvrir des commerces de bouche. Donc, on se rend compte qu'il y a une réelle tendance, il y a un réel besoin aujourd'hui sur les territoires de développer cette offre. Et donc, on les accompagne avec grand plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une grande partie également qui va avoir pour souhait de développer des offres qui soient engagées, qui soient éco-responsables. Et donc, dans le programme d'accompagnement, on va les sensibiliser justement à développer des modèles économiques qui soit pas seulement centré sur la création de valeur économique et financière, mais qui va étendre en fait la problématique de l'entreprise à des enjeux plus de responsabilité sociétale. Et donc, dans ce cadre-là, on va les inciter à aller collaborer avec des acteurs locaux, les producteurs, mais pas que. On va aussi nommer les associations, les commerçants, les élus. Et donc, c'est le rôle de nos mentors, en fait, de les guider justement un peu comme l'a dit Marie-Lou tout à l'heure. Ça va être au rôle du gérant de l'entreprise d'aller contacter telle ou telle personne
au moment opportun, justement, pour pouvoir tisser du lien et tisser un maillage local qui soit solide. Donc, ces porteurs de projets, ils sont accompagnés par nos mentors pour savoir justement qui contacter à quel moment. Et on va également mettre à leur disposition un réseau de partenaires qui va permettre justement de pouvoir faire le lien avec les collectivités locales, faire le lien avec les producteurs locaux, il y a des marketplaces, etc. Et sur cette partie, du coup, comment on fait pour contacter les producteurs locaux? Eh bien, l'idée, c'est vraiment de se rendre sur le terrain, d'analyser la demande locale, d'aller contacter les habitants, puisque, comme le disait Corentin, tout le monde connaît un producteur qui se situe dans les alentours, mais finalement, personne s'y rend. Donc, l'idée, c'est vraiment de connaître ces producteurs pour aller les démarcher de manière personnelle. D'accord, donc c'est vraiment un peu la première étape de aller faire un peu le diagnostic de son territoire, aller à la rencontre des agriculteurs, des producteurs. Voilà, Et, absolument. et aujourd'hui, dans les personnes qui participent aux élévateurs, c'est quel type de profil? C'est qui les gens qui ont envie d'ouvrir un commerce aujourd'hui? Alors, ce sont à 95% des personnes qui sont en reconversion. Beaucoup des personnes qui sont issues de milieux urbains et qui souhaitent justement s'installer en milieu rural pour participer à la redynamisation des territoires et pour justement occuper un poste qui est plus en phase avec les valeurs qu'ils souhaitent diffuser. Merci beaucoup. Et tu disais, avant qu'on commence le débat, qu'il y a plus de 60% des personnes qui rejoignent le programme qui souhaitent ouvrir une épicerie ou un commerce de bouche, en tout cas. Parce que vous accompagnez tout type de commerce, hein, c'est aussi des boutiques. Voilà. Voilà. D'accord. Bah, super intéressant, merci beaucoup. Pour continuer, donc là, on a vu un peu le lien entre les producteurs et les commerçants et le commerce. L'étape d'après, c'est comment on crée du lien entre le commerce et les habitants d'un territoire, puisque c'est assez clé, puisqu'il faut des clients, mais aussi, comme on l'a vu au début, et peut-être encore plus pour les cafés, et peut-être aussi les épiceries Mon Épi. Mais le commerce peut être vraiment un lieu de lien social fort, de rencontre dans des territoires ou dans des communes où il n'y a pas d'autres lieux de rencontre. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui est assez clé dans la conception de ces commerces. Comment chez 1000 Cafés et chez Mon Épi aussi, du coup, tu peux répondre peut-être un peu pour les deux, vous organisez, vous accompagnez ce lien avec les habitants? Est-ce que vous co-construisez le café avec les habitants? Dans quelle mesure ils sont impliqués et comment vous même communiquez sur le café auprès des habitants? Alors du coup, oui, la co-construction, c'est vraiment au cœur de la philosophie Mi-Café. Alors, on t'entend un petit peu de loin, Marie-Louis. Le micro ne fonctionne pas tout à fait? C'est comme si tu étais très loin de ton micro. Je n'ai pas bougé de mon micro. Est-ce qu'on m'entend mieux? C'est mieux. Ok, excusez-moi. Donc oui, la co-construction, c'est vraiment au cœur de la philosophie de 1000 Cafés. C'est-à-dire que c'est les communes qui sont à la recherche d'un lieu de vie qui vont postuler. Et donc, à partir de là, pendant la phase où on va accompagner le gérant pour qu'il typiquement il trouve ses producteurs, il y a aussi des temps de réunion publique, des temps de porte-à-porte auprès des habitants, pour qu'ils se présentent, qu'ils comprennent un peu qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez tel type d'animation, quel type d'offre, quels horaires. Donc, en fait, avant même d'ouvrir, le gérant, il connaît déjà les attentes fortes des habitants. Donc, ça, c'est un premier point. Et c'est surtout, en fait, dans la logique, pourquoi on ouvre des cafés? On ouvre des cafés parce que c'est un moyen pour recréer du lien social. Donc, le but, c'est de proposer des activités, des services, que ça a vraiment du sens, mais c'est avant tout un prétexte pour se rencontrer, pour réconcilier les générations. Moi, j'ai en tête des exemples où il y a des anciens qui souffraient de la canicule, tout seuls, isolés, et en fait, le gérant, il s'est rendu compte parce qu'il vient tous les jours prendre sa baguette et son croissant, il n'est pas venu pendant 3 jours, et en fait, le fait d'avoir ce lieu ouvert, c'est un moyen direct de connaître les habitudes, de connaître les habitants. On a des voisins qui se sont rencontrés à l'ouverture d'un café. Ça faisait 5 ans qu'ils vivaient dans la même rue. Et parce qu'ils ne se sont jamais rencontrés, ils n'avaient pas de lieu pour se croiser. Donc, en fait, c'est vraiment un endroit où le but, c'est de créer des étincelles de vie. Et ça, dans un épi, donc une épicerie participative, c'est également ce qu'on retrouve. C'est pour moi, en fait, au final, beaucoup de gens qui créent un épi rentrent par là parce qu'on veut s'approvisionner localement, parce qu'on veut des produits qui ont du sens, on veut connaître ses producteurs. Mais ce qui fait que les gens restent dans les épis et continuent de s'y retrouver, c'est parce que c'est un local avec un lieu de vie, parce qu'on peut prendre un petit café, échanger, discuter, partager des recettes. Et de là, on peut construire d'autres briques de vie avec un potager participatif, avec des échanges de services, d'objets,
même un bar participatif. En fait, tous ces éléments, ils se rajoutent. Mais avant tout, c'est une volonté de se réunir. Et donc, l'alimentation, c'est un peu ce qu'on préfère, peut-être, je dirais, les Français, voire dans le monde entier. On aime manger, on aime bien manger, on aime connaître ce qu'on mange, on aime connaître qui produit ce qu'on mange et pouvoir dire fièrement, bah, c'est tel producteur qui vit à 5 km, qui vient prendre son petit verre le soir et qui ramène les poulets. Bah, ça crée quelque chose de tout à fait unique. Et je pense que c'est ça aussi qui contribue à donner aux gens envie de revenir dans les villages, de se déconcentrer pour se réétaler voilà, dans des zones qui ont du sens. Et je pense que c'est ça aussi la résilience. Ça passe par ces lieux comme ça qui réunissent, qui rassemblent et qui ont du sens. Et on ne peut pas être parfait. Je pense que dès le début, on ne peut pas se lancer avec une ambition de se dire tout sera bio, tout sera à moins 5 km, tout sera parfaitement dans les clous. Par contre, si on a la volonté de faire, d'essayer, d'avancer, de faire au mieux, en fait, c'est là où on lance un mouvement. Et avec ce type d'initiative différente, et je pense qu'on on est tous répartis autour de la table avec plein de manières de faire les choses, c'est là où on a vraiment un mouvement, je pense, d'envergure qui peut prendre sens et du coup à faire changer, basculer quoi, dans la bonne direction. Donc c'est avant tout voilà, du lien. Je pense que c'est ça qu'on recherche. Ouais. Et chez Bouge ton coq, dans le système où vous déployez justement ces épiceries, comment aujourd'hui vous recrutez des bénévoles? Comment vous trouvez ces bénévoles-là? Et qu'est-ce qui les motive avant tout? Est-ce que c'est j'ai vraiment juste besoin de pouvoir acheter des produits, donc je mets la main à la pâte? Ou est-ce que justement cet enjeu de lien, de relation entre ses voisins est fort aussi dans leur engagement? C'est capital, hein. C'est capital. Mais même en fait, au-delà de ça, le lien entre les habitants et le commerce, en fait, là, ça ne fait qu'un, puisque c'est les habitants qui portent le commerce. Donc, c'est-à-dire que si les habitants ne s'impliquent pas, il n'y a pas de commerce. Et ils ne sont pas du tout dans une posture de consommateur, en fait. Et du fait de les sortir de cette démarche-là, nous, on les appelle des citoyens parce que on les accompagne en fait à ce qu'ils fassent des enquêtes publiques dans le village. C'est ce qui vaut un peu pour étude du besoin. Même si, a priori, on leur propose de créer un commerce, il n'y a pas de commerce dans le village, on sait que l'enquête est un petit peu biaisée, mais au moins on les accompagne à ce qu'ils fassent, ce qui mobilise les gens autour d'eux. Et en fait, les résultats de ces enquêtes, quand on les agrège, parce que on l'a fait sur une 50aine de villages là, le mois passé, en fait, faire ses courses, ça devient quasiment un prétexte. Il y a des motivations idéologiques. Ça, c'est assez fort. Il y a des motivations pratiques, tout simplement. En effet, 25 km aller-retour, ça use, hein. Donc, on le fait autrement. Et nous, la manière dont on les trouve, en fait, on fonctionne simplement par appel à projet. On a aussi tissé des liens avec des réseaux nationaux, en fait, qui ont des ancrages locaux, ce qui permet d'assurer ce qu'on appelle le dernier kilomètre citoyen, quoi. Et comment on passe de l'idée à l'action, c'est-à-dire oui, ce serait super d'avoir un circuit court dont je suis l'acteur, très bien, mais comment on fait concrètement pour s'y embarquer? Et donc on a mis une brique d'accompagnement où justement en fait le porteur de projet, on les incite de 1 à passer à 4-5, c'est les pionniers, et puis des 4-5, on fait une réunion publique dans le village en plus de l'enquête pour qu'ils deviennent 20, et puis que de 20, ils y soient 50, et comme ça, en fait, le nombre de foyers se renouvelle d'année en année. Et voilà, c'est la manière dont on procède pour accompagner, et puis aussi tout le suivi après l'ouverture. Comme l'évoquait Marie-Lou, ces autres briques de vie, je reprends l'expression, on incite beaucoup à ce qu'elles se mettent en place une fois que le projet est bien rodé, quoi. Donc voilà. Très bien. Alors, on a 2 questions dans le chat. La première de Thomas qui dit « Quid du modèle économique de ces boutiques commerce-bar en milieu très rural? Ont-ils, selon vous, besoin de subventions, de loyers très modérés? Et quels sont les points critiques pour s'en sortir et pérenniser ?» Qui veut répondre? Marie-Lou. Donc oui, en effet, nous, on attend aussi de la part des mairies qui candidatent qu'elles soutiennent le projet. Donc il y a un investissement, elles proposent des loyers modérés, jusqu'à 400 € à peu près pour le loyer. Donc c'est assez faible, mais c'est aussi en fait un engagement de la mairie pour s'investir parce que c'est aujourd'hui très compliqué de rouvrir un commerce en milieu rural, factuellement. C'est pour ça, voilà, un gérant qui a toute son envie, toute sa motivation, des habitants qui, on sait précisément ce qu'ils veulent et qui sont aussi investis, des assos sur la commune qui veulent travailler avec le café
et la capacité du coup à pouvoir allier et de l'épicerie, c'est pas là où on gagne tant sa vie, et voilà, un café avec le bar, avec de la restauration, avec des moments festifs, ça permet d'atteindre l'équilibre économique. Nous, chez Mille Cafés, ce qu'on vise, c'est un équilibre économique pour pouvoir pérenniser ces lieux sur des communes. C'est ça l'objectif, c'est créer de la vie sur les communes. Et donc, en effet, c'est un peu une bataille du quotidien, mais c'est aussi un challenge qui est génial et ça permet de constamment renouveler, trouver d'autres approches, d'autres événements, d'autres activités. Donc, c'est un beau parcours sur ces éléments. Donc, pour s'en sortir, oui, c'est beaucoup d'heures. Donc, on a des personnes qui se reconvertissent également. On a des anciens du métier qui savent aussi ce que c'est. On a un peu de tout ça et c'est l'accompagnement et le soutien qu'on peut aussi apporter qui permet de faire fonctionner. On a 52 établissements ouverts à date à travers la France, côté Mille Cafés. Et pour répondre mais qui croisent d'ailleurs sur les deux questions entre les modèles économiques et les aspérités, c'est vrai que nous on fait un autre constat. Et c'est pour ça vraiment que la solution Mon Épi est celle qu'on a choisie aussi. C'est que si on parle de disparition des commerces dans les communes, c'est notamment en raison de la quasi-incapacité économique à se maintenir. Quand on voit que les zones de chalandise sont très diffuses ou sous-denses, qu'il y a la concurrence de la grande distrib, qui maille le territoire, c'est tous les 10 km, on a de la grande distribution. C'est extrêmement difficile en fait de se verser un salaire, d'être rentable tout simplement. Et donc nous on a fait le choix du pur associatif qui vient en fait doubler le côté participatif. C'est-à-dire que ce sont des commerces à but non lucratif. Voilà, c'est ça en fait qu'on essaime et c'est un peu un mouton à 5 pattes, mais ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne, il y en a partout. Donc c'est ça une des grandes différences, je crois, qui nous démarque aussi des autres initiatives dont on a parlé. C'est que nous, le bilan à la fin de l'année, il doit être de 0. Et on croit que c'est la condition même pour que les commerces se maintiennent. Au moins dans leurs 3 premières années d'existence. Et puis, si on s'aperçoit, si l'association elle-même s'aperçoit qu'en fait, c'est possible d'en tirer des revenus ou de verser des revenus à ceux qui le gèrent, dans ce cas-là, l'épicerie sous le mode associatif aura eu un effet tremplin pour remettre une activité avec un modèle économique qui vise la rentabilité. Mais ça, on n'a pas encore eu d'exemple de ce genre. Donc voilà, en tout cas, je pense, une des différences qui existent, même si en effet, et heureusement, les objectifs sont partagés. Donc on est dans la même équipe, quoi. On veut redynamiser les campagnes, mais il y a différentes manières de le faire. Et voilà, c'est ça les différences par rapport à la personne qui posait la question. Et sur les points critiques, Philippe, côté la ruche qui dit oui, donc tu disais, vous avez ouvert des ruches, des nouvelles boutiques en petite ceinture en région parisienne. Qu'est-ce qui fait, quels sont les points critiques? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? C'est quoi les points clés pour pérenniser un peu le modèle? Oui. Nous, on est sur un modèle, pour l'instant, on espère qu'on arrivera à aller vers d'autres modèles, mais d'implantation très urbaine, dans des rues de bouche. Donc, l'idée, c'est qu'on n'a pas une offre complète, on a à peu près 300-400 références. Donc, l'idée, c'est de s'insérer dans un parcours de bouche que les clients font déjà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je pense que c'est l'équipe. Et nous, c'est vraiment par l'équipe et la connaissance des producteurs et des produits qu'on essaye de recréer ce lien dans le quartier avec les clients. Donc, on cherche bien sûr à recruter des gens qui ont ce profil commerçant, qui sont intéressés par la cause, par ce qu'on défend. Mais ensuite, on va les former, on va leur permettre de créer ce lien avec les producteurs en direct. C'est eux qui passent commande en direct tous les jours, via des outils, mais aussi par téléphone. On les emmène sur les exploitations. On essaie de faire des visites de toute l'équipe une fois tous les 2 mois sur différentes exploitations pour qu'ils connaissent vraiment le producteur, ses méthodes de production et ses produits, et puis ensuite qu'ils le retranscrivent en boutique. Avec le partage d'informations très précises, mises à jour régulièrement, de recettes, etc. Donc ça, c'est la première manière de créer du lien. Et la deuxième, on essaie d'aller un petit peu plus loin en créant des ateliers. Donc là, typiquement, on a fait notre premier atelier dans notre boutique à Bois-Colombes. On a fait venir un producteur qui a fait un petit atelier d'explication de ce qu'était le respect des saisons au niveau du maraîchage pour des enfants.
Donc ça, c'est des moments très sympas où il y a du monde en boutique et qui crée du lien dans le quartier. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui viennent regarder, etc. On fait venir aussi des producteurs. Et donc voilà. Et puis après, on est aussi à l'écoute des clients. Et il y a des boutiques, par exemple, où des clients qui demandaient si ce n'était pas possible de mettre en place une collecte de compost qu'on pourrait envoyer chez les agriculteurs. Et donc, c'est ce genre de choses auxquelles on n'avait pas pensé nous-mêmes et qu'on met en place localement dans chaque boutique en fonction de ce que nous demandent les gens qui passent, quoi. Super. Oui, donc ça évolue en fonction des besoins, des envies des clients. Il y a une autre question sur le modèle de comptoir de campagne et qui voulait avoir votre avis sur ce que vous pensiez de ce modèle-là de comptoir de campagne qui propose un modèle de franchise pour des épiceries en zone rurale multiservices. Du coup, oui, donc je connais un petit peu également le comptoir de campagne, c'est intéressant, on est vraiment une multitude d'acteurs mobilisés. Donc sur le comptoir de campagne, on a vraiment la logique de beaucoup plus d'épiceries. Principalement, c'est une épicerie et des petits comptoirs de café. Donc il y a des logiques en fait de pouvoir sourcer des producteurs pour pallier des niveaux minimum pour s'en sortir. Donc le principe, c'est qu'en fait en épicerie, c'est compliqué de trouver son équilibre économique. C'est pour ça que dans les épis, ce que met en avant Bouchon-Coq, on est sur du zéro marge citoyen, comme ça on règle le problème. Chez Mille Café, on met avant tout le café, le restaurant qui porte l'activité, et l'épicerie, c'est vraiment un service qu'on met à disposition. Et du coup, comptoir de campagne, c'est des établissements qui sont relativement conséquents en termes de volet d'épicerie pour pouvoir atteindre la masse critique pour atteindre un équilibre. Et donc, en fait, il y a également un accompagnement, une logistique qui est intéressante, et plutôt du coup en Rhône-Alpes pour ces établissements, parce que voilà, il faut pouvoir sourcer les producteurs et avoir la bonne taille, parce que l'épicerie, c'est la partie la plus compliquée, je dirais, du métier, quand il faut marger dessus, et du coup, tirer un salaire, quoi. Dernière question, après je laisserai la parole à vous, public. Maxime, chez les élévateurs, donc ça fait 3 ans, est-ce que vous avez déjà un peu de recul pour avoir accompagné des projets de boutiques qui ont ouvert, et est-ce que vous avez vu, notamment sur les commerces de bouche, ce qui fonctionne moins bien, des premiers retours d'expérience de certains de vos commerçants? Oui, bien sûr. Oui, on a des retours. Aujourd'hui, on dénombre à peu près l'ouverture d'une soixantaine de boutiques et de nombreuses à venir. Et ce qui fonctionne en tout cas sur le commerce de bouche, et là on se répète un petit peu, mais c'est vraiment le fait de vouloir s'ancrer sur le territoire local, de vouloir avoir un impact positif sur l'économie locale, ce qui permet du coup de monter en légitimité, que ce soit face à la collectivité, que ce soit face aux consommateurs, que ce soit face aux producteurs, et du coup de pouvoir négocier, en tout cas pour la collectivité, des aides financières pour son lancement et pour pouvoir booster justement l'aspect financier de la création de son épicerie ou de sa boulangerie ou autre. Ce qui fonctionne également beaucoup en milieu rural lorsqu'on souhaite proposer un commerce de bouche, c'est de diversifier en fait ses activités, d'ouvrir un commerce qui soit hybride pour justement générer plus de flux en boutique et générer surtout de la création de liens sociaux. Donc, je vais ouvrir à côté de mon épicerie une activité dépôt de pain, je vais ouvrir une activité papeterie, je vais créer des ateliers, des événements pour rassembler les habitants du village, etc. Et donc, c'est un peu comme ce qu'on retrouve sur les concept stores en milieu urbain qui vont proposer à la fois de la déco, à la fois une partie mode, etc. Et bien, en milieu rural, sur cette partie commerce de bouche, on va essayer également de se diversifier. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Ah non, mais du coup, vous ne pouvez pas parler en fait, c'est ça le public, pardon, c'est que dans le chat. Alors, il y a une question de Loïc Fayet. Le modèle zéro marge permet de proposer des produits à des prix inférieurs, supérieurs ou similaires à la GMS. En moyenne, c'est inférieur. On estime sur les paniers, parfois même, ça peut être inférieur de 30%. Voilà, ce n'est pas sur chaque panier, mais en moyenne, c'est inférieur. Des produits locaux et du coup d'une qualité quand même très différente de la grande distribution. Donc, c'est ça le point aussi. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je peux en poser une, moi, Maxime, ou pas? Oui. Bien sûr.
Est-ce que dans les porteurs de projets, tu remarques des choses qui touchent au commerce de la culture ou pas dans les porteurs de projets? Oui, ouais, ouais. Alors ça rentre dans le scope d'ouvrir un commerce qui soit éco-socio-responsable. On a beaucoup aujourd'hui, alors pas sur le commerce de bouche bien évidemment, mais on a beaucoup de commerces qui souhaitent promouvoir l'artisanat local, qui souhaitent diffuser également ou rendre diffus au plus grand public les cultures étrangères, donc maghrébines, etc. Et donc, ouais, ouais, absolument, c'est quelque chose qui se fait par contre beaucoup en milieu urbain, pour le coup. Merci. Un petit pas par rapport à l'alimentation, mais c'était par curiosité. On pourra vous mettre en contact de toute façon après si vous voulez. Si on n'a pas d'autres questions, ah si, Loïc, une question. Quels sont les facteurs d'attractivité de ces commerces? Je ne sais pas si vous voulez répondre. Je pense qu'on a déjà un peu donné quelques premières réponses. Est-ce que vous voulez compléter? Du coup, ça a recomplété sur aussi le fait de transmettre des compétences aux habitants, des ateliers. Je pense que c'est ce qui est mis en place aussi bien avec les établissements des élevateurs sur les commerces de bouche. En tout cas, on l'a dans les épis et dans une café. Le côté atelier, où on n'est pas juste des étagères avec une proposition de produits, mais des temps de rencontre, de liens, d'apprentissage. Et donc, il y a des ateliers qui sont animés par des adhérents, des bénévoles, parfois par le gérant, qui permettent de se former, d'apprendre, de créer quelque chose d'assez chouette. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça le commerce qu'on peut créer. C'est un commerce qui est un peu plus humain, un peu plus vivant que de simples rayonnages. Oui, oui, absolument. Si je peux rebondir là-dessus, c'est vraiment le fait de vouloir proposer une expérience en boutique qui soit vraiment humaine, qui soit authentique, de proposer également des activités qui soient diversifiées. Et je rajouterais aussi le fait de s'allier aux nouvelles attentes numériques, d'être présent sur les réseaux sociaux pour créer du lien avec la clientèle hors boutique et puis finalement prolonger l'expérience qu'il y a en boutique sur le numérique. Cette partie numérique, on s'en rend vraiment compte. C'est vrai que mon épi, c'est un logiciel, donc il faut quand même avoir accès à cette interface informatique. Pour beaucoup, alors on imagine toujours les aînés, mais pas que en fait, dans les villages. D'un coup, c'est vrai que ça se réduit un peu, mais attendez, moi j'ai déjà du mal avec mon téléphone, comment je vais faire pour faire mes courses avec ça? Et de manière tout à fait organique, il y a un système de cooptation et de parrainage qui est en fait clairement un facteur d'inclusion numérique très fort. Parce qu'au début, ça passe par, alors ça se trouve, il y en a, il faut créer une adresse mail, après il faut créer son compte, et puis petit à petit dans la discussion, on s'aperçoit que, est-ce que tu peux me régler ce problème-là chez moi, ou j'arrive pas à déboguer cette appli. Et en fait, petit à petit, les gens arrivent à manipuler en fait à la fois leurs outils et les logiciels informatiques, au-delà du simple logiciel Mon Épi. Et du coup, on reboucle un peu sur ce que tu disais, Hermine, en introduction. On voit que les commerces, il y a un enjeu de diversification, de transmission, de formation. En fait, ça répond à tous les enjeux de la résilience que tu nous as présenté en introduction. Et surtout, je me permets du coup, puisque tu me tends la perche, Marion, mais effectivement, ça fait partie des solutions. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un espèce de modèle où tout le monde doit aller faire ses courses de la même façon, manger à peu près la même chose. Et on le voit bien, on mange le même burger à Paris, Ouagadougou ou Shanghai. Et ça fait partie de tout ce que vous proposez. Et dans sa diversité, je pense qu'il y a eu dans les questions un peu de comment ça se passe au niveau de la concurrence, mais nous, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Je disais, le CNRA, c'est vraiment dans le « et ». Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des solutions qui répondent aux enjeux du territoire et aux volontés des citoyens de s'approprier leur territoire dans ses spécificités aussi, avec sa culture culinaire ou pas, et tous ces enjeux. Donc, merci à tous pour ces superbes présentations. Merci à tous. Et voilà, si jamais vous avez, public, des questions
vous souhaitez entrer en contact avec les intervenants, n'hésitez pas à nous écrire. Et je laisse la parole à Mélanie qui va vous donner un peu les prochains grands rendez-vous des différentes grandes causes. Merci à tous. Merci Marion. En effet, hein, merci aux intervenants. Merci également aux participants qui ont pu suivre l'événement en ligne. Concernant les prochaines échéances, pour la grande cause Agir pour mieux manger, le prochain rendez-vous vous est d'ores et déjà donné le 17 octobre au CIAL pour clôturer cette grande cause. Concernant la grande cause Agir pour mon territoire, le prochain rendez-vous aura lieu au deuxième semestre. Vous recevrez une invitation et là, on fera un tout nouveau format sous la forme d'une masterclass. Et enfin, j'en profite également pour vous annoncer mon départ de chez Mec.org, donc le 8 juillet, pour de nouvelles aventures. Et ce sera Mathilde Oranger, que certains connaissent déjà, qui me remplacera à partir du 1er août. Et vous recevrez toutes ces coordonnées dans la newsletter que je vous enverrai dès demain. Voilà, merci. Merci Mélanie, merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Et au revoir. Merci, au revoir, bonne journée.